Je m'appelle Romain. J'ai 37 ans, et depuis 6 mois, je vis sous terre. Un vieux sous-sol transformé en abri de fortune est devenu notre sanctuaire. Avec ma femme, Claire, et nos enfants, Léo et Manon, on s'accroche à ce qu'il reste de nos vies. Avant, j'étais électricien. Chaque jour, je me batte avec des fils, des batteries usées et des morceaux de matériaux pour maintenir l'éclairage minimal et rationner l'eau. On a aménagé les lieux avec des moyens rudimentaires, des planches en guise de lit, des bidons pour stocker l'eau, des couvertures rapiécées. Chaque recoin du sous-sol porte les traces de notre improvisation. Ce qui me ronge le plus, c'est l'incertitude. Combien de temps peut-on continuer comme ça? Le silence, ponctué par le bruit des ventilateurs bricolés, est assourdissant. Le jour où tout a basculé, les alarmes ont hurlé dans toute la ville. J'étais au travail, réparant un tableau électrique dans une petite entreprise. Le bruit des sirènes a été suivi par des explosions lointaines. À cet instant, je n'ai pensé qu'à ma famille. En courant vers la maison, je voyais des gens paniqués, des voitures abandonnées, des rues à moitié désertes. Arrivé chez moi, Claire était déjà en train de préparer les enfants. On a pris ce qu'on pouvait, quelques vêtements, des boîtes de conserve, et on s'est rué vers ce sous-sol que je connaissais par mon frère Julien. Je me souviens du regard des voisins restés dehors, hésitant à nous suivre ou à chercher un autre refuge. Certains n'ont pas survécu à cette journée. Je repense souvent à eux, à leur visage figé par la peur. Claire essaie de garder une routine pour les enfants. Elle improvise des jeux avec des morceaux de carton, chante doucement pour apaiser Manon quand elle pleure la nuit. Léo, 10 ans, me suit partout. Il veut comprendre comment fonctionne la ventilation ou comment réparer un fusible. Je le vois grandir trop vite. Il est débrouillard, mais je sais qu'il cache ses propres peurs. Manon, 8 ans, est plus fragile. Elle a peur du noir, elle a besoin de se sentir proche de sa mère. Chaque soir, elle me demande si tout ira mieux demain. Je mens, mais mes mots se bloquent parfois dans ma gorge. Julien, mon grand frère, est un pilier différent. Anxieux mais pragmatique, il nous rappelle souvent l'importance de garder la tête froide. Il parle rarement de sa vie d'avant, mais je sais qu'il ressent une culpabilité sourde d'être seul, sans enfant à protéger. Son humour maladroit nous aide à tenir, même si parfois ses blagues tombent à plat. Les réserves diminuent chaque jour. Nous avons compté et recompté les conserves, il ne reste plus que de quoi tenir 3 semaines si on rationne encore plus. L'air devient un problème critique. Le système de ventilation bricolé commence à s'encrasser. Un bruit aigu s'est ajouté à celui habituel des ventilateurs. C'est comme un signal d'alerte constant qui me garde éveillé la nuit. Sortir est un risque immense. Le compteur Gégère est clair, l'air à l'extérieur est toujours toxique. Mais combien de temps avant que l'intérieur ne le devienne aussi? Je me sens piégé. Chaque instant est un combat contre l'angoisse. Parfois, je regarde mes enfants et j'imagine l'impensable, les voir s'éteindre à petit feu faute de ressources. Ces pensées me terrifient et me motivent à trouver une solution. La nuit, je réfléchis à des plans improbables. Et si on creusait plus profond? Et si on trouvait un tunnel abandonné? Ces idées me hantent, mais le réveil brutal des enfants ou le ronflement de Julien me ramène à la réalité, je dois agir. Claire me murmure ses craintes pendant que les enfants dorment. Elle pense qu'on n'a plus le choix, il faut sortir chercher de l'aide ou des vivres. Julien, lui, n'est pas convaincu. Il a entendu des rumeurs sur des groupes armés dehors. Les enfants posent des questions innocentes mais accablantes. Papa, quand est-ce qu'on remontera voir le ciel? L'air devient lourd dans le sous-sol, et je sens la tension monter entre nous. Je ne peux pas rester sans réagir. Mon père était mineur. Il m'avait appris des astuces utiles, comment respirer dans un espace confiné, comment repérer les signes d'un effondrement imminent. Il disait toujours, un bon plan de repli vaut mieux qu'un espoir aveugle. Ces souvenirs me rappellent pourquoi on a choisi ce sous-sol. Julien connaissait l'endroit. Il avait aidé à y faire des réparations à l'époque où c'était un local technique. Je me raccroche à ces petites connexions du passé pour me convaincre qu'on peut survivre. Je n'ai plus le choix. Je dois sortir. J'ai repéré un soupirail qui mène à un ancien dépôt. Avec un peu de chance, il y aura encore des provisions. Je rassure Claire autant que je peux. Je serai prudent, je ne ferai que prendre ce qu'on peut transporter et je reviendrai vite. Elle me regarde avec des yeux pleins de larmes, mais elle hoche la tête. Elle sait que c'est nécessaire. Avant de partir, je vérifie tout.
Mon sac contient une lampe torche, 2 bouteilles d'eau, un masque à gaz improvisé et un tournevis. Ce dernier n'est pas une vraie arme, mais c'est mieux que rien. Julien prend la relève sur la ventilation. Claire rassemble les enfants autour d'elle pour les distraire. Sophie, notre voisine, me demande un dernier service. Si je trouve des médicaments ou de quoi filtrer l'eau, je dois penser à elle. Elle a des larmes dans les yeux, et je sens le poids de sa demande sur mes épaules. Juste avant de partir, je croise Sophie près de son coin du sous-sol. Elle vit ici avec sa fille, Adèle, une adolescente de 15 ans qui semble toujours malade. Sophie me tend une vieille montre à gousset, un objet précieux pour elle. Si tu trouves un médicament, prends ceci en échange, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi répondre. Je sens sa détresse, mais je sais aussi que ma priorité reste ma famille. Je hoche la tête, en silence. Cette montre, c'est un symbole, un appel à l'aide qui s'ajoute à la liste de mes responsabilités. Sortir du sous-sol s'avère déjà compliqué. Les escaliers menant à la surface sont effondrés depuis des semaines. Je dois emprunter un tunnel latéral, exigu et glissant, que Julien avait exploré brièvement avant de renoncer. Mon compteur Gégère commence à crépiter doucement. L'air est lourd, épais, et chaque pas résonne comme une alerte. Mon masque à gaz bricolé grince à chaque respiration, un rappel constant de ma vulnérabilité. En suivant le tunnel, je tombe sur une étrange inscription gravée dans le mur, zone 4 accès restreint. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais ça ne présage rien de bon. Un peu plus loin, j'aperçois un carnet abandonné. Les pages sont tachées, mais lisibles. Elles parlent d'un groupe paramilitaire qui contrôle certains secteurs souterrains. Ils réquisitionnent les provisions et forcent les survivants à travailler pour eux. Une boule se forme dans mon estomac. Je commence à douter de mon plan. Je m'arrête pour réfléchir. Si ces hommes sont dans les parages, je risque gros en continuant. Mais retourner les mains vides est hors de question. Mes enfants comptent sur moi, tout comme Sophie et Adèle. Je me dis que je dois rester discret, éviter toute confrontation. J'essaie de calmer ma respiration et de planifier mes prochains mouvements avec précision. Mon objectif reste le même, atteindre le dépôt. Mais maintenant, je dois redoubler de prudence. J'évite les couloirs trop ouverts et m'enfonce dans des passages secondaires, sombres et encombrés. Je trace une carte mentale, notant chaque détail pour être capable de revenir sans me perdre. Chaque bruit me fait sursauter, mais je continue, poussé par une adrénaline froide. Dans un passage étroit, je tombe sur Michel, un survivant isolé que je n'avais pas vu depuis des mois. Il semble épuisé, mais il sourit en me voyant. « Tu cherches des vivres, toi aussi ? Fais attention, il y a des types armés pas loin. » Il me tend un petit paquet de munitions. « J'ai plus de pistolets, mais peut-être que toi, tu pourras les utiliser. Bonne chance, l'ami. » Ce geste, simple mais sincère, me redonne un peu d'espoir. Pendant que je progresse, des souvenirs me reviennent. Mon travail d'électricien, ces soirées tranquilles à la maison, les rires de mes enfants avant que tout bascule. Je me reproche de ne pas avoir pris les alertes plus au sérieux. J'avais toujours cru que les guerres, c'était pour les autres. Ces pensées me paralysent un instant, mais je les chasse. Je ne peux pas changer le passé. Ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant. Enfin, j'arrive au dépôt. Derrière une grille rouillée, je distingue des caisses empilées. Mon compteur Gégère crépite doucement, mais reste dans une zone acceptable. J'hésite un instant, puis je force l'ouverture avec mon tournevis. L'endroit est presque intact. Je découvre des conserves, des filtres à eau et des médicaments. Mais alors que je remplis mon sac, j'entends des voix. Quelqu'un s'approche. Je me cache derrière une pile de caisses, retenant mon souffle. 2 hommes armés entrent, discutant de leur prochaine patrouille. Ils inspectent les lieux mais ne me voient pas. Mon cœur bat à toute vitesse. Quand ils s'éloignent, je profite de l'instant pour filer. Chaque pas est une torture, mais je parviens à sortir sans qu'ils me remarquent. Dehors, je cours aussi vite que je peux. Mon sac est lourd, mais je refuse de ralentir. Mon compteur Gégère grimpe dangereusement, mais je sais que je dois atteindre le sous-sol rapidement. En arrivant, je m'effondre, épuisé mais vivant. Claire me prend dans ses bras, les larmes aux yeux. Julien m'aide à ranger les provisions pendant que les enfants sautent de joie en voyant les conserves. En m'asseyant pour reprendre mon souffle, je réalise que je ne suis plus le même. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru possible. Je suis prêt à tout pour ma famille, même à risquer ma vie encore et encore.
Je tends les médicaments à Sophie. Elle pleure de gratitude et serre la montre contre elle. Adèle me sourit faiblement. Julien et moi installons les nouveaux filtres à eau, une amélioration qui change tout. Les enfants retrouvent un peu d'innocence en jouant avec des emballages vides. Claire me murmure un simple merci. Tout semble un peu plus supportable. Avec les provisions et les médicaments, nous avons gagné quelques semaines de répit. Je me concentre sur l'entretien des systèmes électriques, Julien travaille sur un plan pour cartographier les tunnels. La vie reprend un semblant de routine, fragile mais précieux. Je réfléchis à la suite. Peut-être qu'un jour, nous pourrons remonter à la surface. Claire propose de chercher des moyens de communication, Julien pense à construire un émetteur radio. Chaque idée nourrit notre espoir. Un jour, un bruit inhabituel nous réveille. Un véhicule blindé s'arrête près de notre soupirail. Julien avait réussi à émettre un signal d'urgence. Une équipe de secours descend et nous aide à remonter. Je serre mes enfants contre moi en voyant la lumière du jour pour la première fois depuis des mois. Claire pleure de soulagement. Nous avons survécu à l'enfer souterrain. Maintenant, un nouvel avenir nous attend.